Je suis François Villa, professeur de psychopathologie et coporteur avec Céline Lefebvre du programme La personne en médecine. Et j'ai l'immense plaisir d'accueillir notre collègue Nell Vickers, qui est professeur de littérature anglaise et d'humanité médicale au King's College de Londres et qui est aussi un des responsables du centre, alors j'oublie toujours le nom exact, du Center for the Humanities and Health du King's College, qui a écrit déjà plusieurs ouvrages, dont entre autres Coleridge et les docteurs, and the Doctors, et un livre en collaboration avec Derek Bolton sur Shared Life and the Experience of Illness. Et donc aujourd'hui, initialement, mais je vais lui laisser dire son titre, il devrait nous parler de la maladie partagée, mais ça s'est modifié dans la notion du holding Winnicott à l'épreuve de la maladie grave, qui est une autre façon de dire le même titre. Je pense que la maladie partagée était dans le prolongement de la vie partagée, titre de leur ouvrage avec Derek. Et je vais avoir le plaisir de coordonner cette discussion avec lui, avec notre collègue Claude-Olivier Doron, que je ne représente pas puisqu'il a déjà été présenté tout à l'heure. Voilà. Bonjour tout le monde m'entend ? Oui. Bon, je tiens tout d'abord à remercier tous les organisateurs de cette réunion. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir donner cette conférence plénière. Et je veux remercier tout particulièrement Céline Lefebvre, qui ne peut pas être des nôtres aujourd'hui. Comme je n'ai pas l'habitude de faire des conférences en français, je vais devoir lire ma communication. Mais en revanche, je vais tenter de la lire avec feeling, comme on dit. Donc, mais si je dis une bêtise, si je dis quelque chose qui ne fait pas, qui cloche, dites-le moi. Donc, dans cet exposé, je souhaite explorer ce que la notion de Winnicott du holding nous permet de dire sur l'expérience de la maladie grave. Et je veux commencer par 3 anecdotes, et je voudrais que vous les gardiez à l'esprit tout au long de cette conférence. Première anecdote. John Bailey, le romancier et le critique littéraire anglais d'Oxford, et le mari de Iris Murdoch, la romancière, raconte l'histoire d'un moine irlandais qui a écrit à Iris Murdoch. Dans sa lettre, ce moine demanda à Murdoch s'il pouvait lui faire une courte visite lors de son voyage pour aller chercher un moine compagnon d'Oxford. Murdoch et le moine avaient correspondu par lettre pendant un certain temps, mais au moment où la demande a été faite, Bailey avait dû reprendre la relève de sa femme. À son arrivée, le moine dit à ses hôtes que la duchesse d'Abercorn leur envoyait son amour. Ce fut un moment déconcertant. Bailey et Murdoch n'avaient aucun souvenir de la duchesse. Mais la situation s'améliora une fois que Murdoch et le moine s'assirent ensemble et discutèrent. Ils sont devenus extraordinairement animés, écrit Bailey. Elle commençait des phrases et le moine semblait savoir tout de suite ce qu'elle voulait dire, remplissant les mots qu'elle ne trouvait pas avec une abondance professionnelle de bienveillance. Le moine raconta sa vie à Murdoch et parla de la place particulière que ses romans avaient occupée dans sa vie à lui et dans la vie de la communauté bénédictine de l'abbé dont il était membre. Il évoqua avec un enthousiasme particulier le bon apprenti et le livre et la fraternité, allant même jusqu'à suggérer que ces romans offraient un plan pour une vie monastique florissante. Pour la première fois, écrit Bailey, Iris avait l'air vide. Peut-être avait-elle détecté une note d'hyperbole irlandaise. Peut-être était-elle simplement intriguée par les noms de ses propres romans. Qu'était-il ? De qui était-il ? Mais elle ne s'enquit pas et demanda simplement, pour la 3e ou la 4e fois, où il vivait, où il était né et s'il connaissait Dublin.
Peu de temps après, le moine prit congé. Murdoch sembla ravi de la visite, mais ne s'en souvint pas beaucoup, outre que le visiteur avait été irlandais. Bailey laisse entendre que cet épisode était un signe annonciateur. Il se rendait pleinement compte des bizarreries linguistiques de sa femme et de sa mémoire à court terme défaillante, mais il ne pouvait pas se demander si son épouse relevait d'une maladie grave. Il insinue même que le moine les avait quittés parce qu'il avait compris ce qui se passait d'une manière que lui ne pouvait pas approcher. J'ai senti qu'il avait pris mes mesures, non pas parce qu'il était un homme intelligent, mais parce que son expérience lui avait beaucoup appris sur la stupidité des intellectuels, leur obtusité à propos des choses qui importaient véritablement. Bailey lui-même n'a constaté le fait que sa femme était atteinte de la maladie d'Alzheimer que plusieurs mois plus tard, lorsque le couple a entrepris une tournée de conférences en Israël. Deuxième anecdote. Je ne sais pas s'ils sont connus en France ou non, les Rausing. Les Rausing, ce sont les héritiers de la fortune Tetra Pak. Et, ils sont extrêmement riches. Et Hans Rausing était accro à l'héroïne. Et sa femme est morte dans un grand hôtel à Chelsea. Et son corps décomposé pendant 3 mois. Et il y avait tout un scandale là-dessus. Et Sigrid, qui est grand écrivain, a publié un livre là-dessus qui s'appelle Mayhem. Donc, vers la fin des années 80, l'écrivaine rédactrice Sigrid Rausing préparait son doctorat à Londres. Depuis 5 ou 6 ans, son frère Hans avait été accro à l'héroïne et était passé par de nombreux centres de réadaptation. Quand il quitta sa dernière clinique, sa mère pensa que ce serait une bonne idée pour Hans de vivre avec sa sœur pendant un certain temps. Ils ont vécu ensemble pendant quelques mois, mais Rausing lui a demandé de partir. Hans avait cessé de se laver le matin et des assiettes de nourriture non consommée s'accumulaient dans sa chambre. Avec le recul, Rausing a réalisé que son frère avait dû re-shooter plus ou moins dès qu'il avait emménagé avec elle. Mais elle ne pouvait pas le voir à l'époque. Ce désaveu de la connaissance se produirait à plusieurs reprises au cours des années qui ont suivi. En 2004, Hans est venu lui rendre visite. Après une soirée agréable avec leurs enfants, Hans est tombé malade. Je me sens malade, écrivait Rausing dans son journal, comme Hans, évitant ainsi le fait que la maladie de Hans présageait quelque chose de pire qu'une simple malaise. Troisième anecdote. Est-ce que vous connaissez l'anthropologue Albert Robillard, qui travaillait à l'université de Hawaï et qui relevait de la maladie de Charcot? C'était un collaborateur de Garfinkel à UCLA, très très grand sociologue. Et il a fait un livre, je ne sais pas si ça a été traduit en français, intitulé Meaning of a Paralysis, The Lived Experience of Disability. Et c'est le meilleur livre que j'ai lu à ce sujet. C'est un très très grand livre, je vous le recommande. Donc, quand Robillard faisait ses études doctorales à Los Angeles, il dit à son ami David Good qu'alors qu'il était endormi, il avait donné des coups de pied à sa femme. Des coups si forts que celle-ci était tombée du lit. Plus tard, il raconta qu'il lui avait aussi donné des coups de poing au milieu de la nuit. À l'époque, je me disais que Britt, le nom par lequel Robillard était connu à ses amis, devait avoir beaucoup de colère refoulée contre sa femme. Dans son mémoire de sa vie avec la maladie de Charcot, Robillard évoque ces épisodes. Il était atteint de tics involontaires dans les jambes
et s'était fait soigner par le service de neurologie de l'université. Il s'était avéré que ceux-ci étaient certainement les symptômes précoces de la maladie de Charcot. C'était des fasciculations. Donc, ces 3 anecdotes attirent l'attention sur le premier niveau de la vie partagée, où un comportement qui pourrait indiquer la présence d'une maladie est interprété comme une aberration passagère ou comme l'expression déguisée de la personnalité de quelqu'un. De là, le symptôme s'efface peu à peu dans l'arrière-plan de la vie quotidienne. Il n'y a habituellement rien d'anormal dans ce mécanisme. C'est une part importante de la façon dont nous gérons les maux dans la vie quotidienne. La vie collective nous amène à réagir à un comportement aberrant, comme si c'était un problème collectif. L'empathie est souvent suffisante pour compenser les carences dans le comportement d'une personne. Les 3 exemples que je viens de citer impliquent l'empathie d'un genre particulièrement psychosomatique, où la distinction entre le mental et le physique est manipulée d'une manière intuitive et plutôt automatique. Donc, je voudrais commencer en suggérant que chacun de ces anecdotes exemplifie une version du holding au sens de Winnicott. La théorie de Winnicott du holding peut sembler hors de propos dans un discours sur la maladie chez les adultes. Il a été conçu pour caractériser les types multiples de soutien que les mères offrent aux nourrissons et aux enfants. Winnicott a appliqué cette théorie à ses patients adultes, mais il l'a fait en présumant que le holding qu'il leur a donné n'avait jamais été fourni quand ils étaient bébés et que ces patients présentaient un manque à ce niveau-là. Les mères tiennent leurs bébés, non seulement en les portant, en les nourrissant et en les changeant, mais aussi en absorbant les états mentaux que les nourrissons ne peuvent tolérer par eux-mêmes. Winnicott dit qu'une mère est capable de remplir ce rôle si elle se sent en sécurité, si elle se sent aimée dans sa relation avec le père de l'enfant et sa famille, et se sent également acceptée dans les cercles élargis autour de la famille qui constituent la société. La question de savoir si cet amour et cette acceptation constituent également le holding est laissée ouverte. Ils correspondent certainement à la définition du holding que je vais prôner ici. Je pense que je remercie Bernard Pachou qui m'a signalé un grand livre rédigé par Frédéric Worms et Claire Marin autour d'un essai de Winnicott, Cure, qu'il a fait, je crois, en 69 ou 70. Et qui anticipe en quelque sorte quelques-unes des préoccupations que j'ai fait miennes. Donc, le nourrisson a besoin du holding parce qu'il ne saurait pas répondre à ses propres besoins. Winnicott aimait parler de l'environnement holding ou de l'environnement facilitant. La mère fait une différence entre ce que l'enfant peut faire par lui-même et ce qu'il ne peut pas faire. On ne peut pas parler d'un bébé indépendamment de l'environnement holding, tellement les nourrissons dépendent des soins qu'ils reçoivent. D'où son fameux dicton « There is no such thing as a baby. Only a member of a nursing couple. » Et moi je voudrais dire « There is no such thing as a patient. » Idéalement, « There is no such thing as a patient. » Un bébé sans mère environnement, sans interaction, n'existe pas. Le holding facilite un progrès graduel vers l'indépendance et vers l'intégration, mais Winnicott prend soin de dire que l'enfant doit être autorisé à regresser vers la dépendance et la désintégration si c'est ce qu'il doit faire. Cela ne signifie pas que ces accomplissements ont été réduits à zéro. La plupart des adultes reconnaissent ce besoin d'être dépendant, non intégré, mais en toute sécurité,
refait son apparition de temps en temps à l'adolescence et bien au-delà. Winnicott fixe ce qu'il appelle la phase du holding à la première année de la vie. Un environnement holding suffisamment bon protège le nourrissant de l'anxiété, de l'angoisse en répondant à ses besoins immédiats, lui permettant ainsi de continuer à être. Une phrase très importante pour Winnicott, le fait de continuer à être. Et de développer son core self. Et vraiment, je n'ai pas la moindre idée comment traduire core self, ce noyau incommunicable, silencieux de la personnalité, qui doit être isolé et protégé. Si tout se passe bien, le nourrisson devient personne à part entière. Il se sent bien psychosomatiquement et peut nouer des relations réelles et authentiques avec autrui sur la base de sa propre personnalité. Un environnement holding suffisamment bon protège contre l'insulte physiologique. Et là, je cite Winnicott. Protège contre l'insulte physiologique, tient compte du manque de connaissance du nourrisson de l'existence de tout autre que moi. Il comprend toute la routine des soins tout au long de la journée et de la nuit. Le holding comprend notamment le portage physique de l'enfant, qui est une forme d'amour. Si le moi est un moi corporel, comme le prétend Freud, il ne l'est pas parce qu'il repose sur une relation à deux personnes dans laquelle le corps de la mère agit comme une sorte d'extension prothétique de l'enfant. Ou, comme le dit Winnicott, cette disposition environnementale est également une continuation de la vitalité des tissus. Très belle phrase, je trouve. Tissue vitality. La vitalité des tissus et de la santé fonctionnelle qui, pour le nourrisson, fournit un soutien silencieux, mais d'une importance vitale au moi. Le holding est étroitement lié à certains des autres thèmes principaux de la pensée de Winnicott. Une des conséquences les plus heureuses du holding dans la petite enfance est que le bébé croit que le monde est son invention. Voici comment il en parle dans son essai sur le développement affectif primaire. C'est bien ça, Primitive Emotional Development? Oui. Bon, 1945. Je vais essayer de décrire dans les termes les plus simples possibles ce phénomène comme je le vois, en termes de bébé et de sein maternel. Le bébé a des pulsions instinctives et des idées prédatrices. La mère a un sein et le pouvoir de produire du lait et l'idée qu'elle aimerait être attaquée par un bébé qui a faim. Ces deux phénomènes ne sont pas en relation les uns avec les autres jusqu'à ce que la mère et l'enfant vivent une expérience ensemble. J'envisage ce processus comme deux lignes venant de directions opposées, susceptibles de se rapprocher. Si elles s'entrecroisent, si elles se chevauchent, il y a un moment d'illusion. C'est merveilleux en anglais. C'est un très très grand styliste, Winnicott, d'anglais. En d'autres termes, le holding dépend de l'expérience de deux esprits qui se rencontrent inconsciemment. Comme le soulignent deux des rédacteurs de la nouvelle édition des ouvrages de Winnicott, l'édition Oxford, l'inconscient de l'un pose une demande de travail psychique sur l'inconscient de l'autre. Il ne s'agit pas simplement de tolérer et de contenir l'effet émotionnel de l'autre, mais aussi de développer ce qui atteint l'inconscient du sujet à partir de l'inconscient de l'objet. La mère et le bébé s'adaptent psychiquement et si le processus aboutit raisonnablement, chacun bénéficiera d'un sens accru de sa propre potentialité. Le moment d'illusion
phrase clé chez Winnicott, est un moment de créativité suprême car il renforce la capacité du bébé à nouer des relations avec des objets. Plus précisément, il permet à la mère de se libérer de certains des besoins de son bébé après une période d'attente. Cela produit de la frustration, mais ce moment d'illusion introduit également le nourrisson dans le domaine de l'expérience transitionnelle dont dépendra tant la créativité des adultes. Alors, comment fonctionne le holding chez les adultes ? Typiquement, nous internalisant la manière dont on nous a tenus et l'utilisant pour nous parler à nous-mêmes à la deuxième personne, un peu comme un parent pourrait parler à un enfant. Pensez à une situation stressante dans la vie adulte. Vous êtes sur le chemin de l'aéroport pour partir en vacances quand vous réalisez que vous avez oublié votre passeport. Vous envoyez vos compagnons de voyage à l'avance et rentrez chez vous en taxi. La circulation est infernale. À votre insu, vous commencez à parler à vous-même. Il ne sert à rien de s'énerver, tout en étant très énervé. Mais une autre voix s'élève en colère. « Je vais être en retard ! Les vacances seront gâchées !» La première voix répond « Inutile, tu n'y peux rien !» C'est ce genre de holding que la plupart d'entre nous faisons assez souvent, je crois. Il se déroule en silence pour la plupart. Le nom holding est justifié parce que dans de telles situations, nous devenons sensibles à nos propres projections et nous les modifions du mieux que nous pouvons. Comme une mère avec un bébé, nous faisons un calcul sur ce que nous pouvons réaliser par nous-mêmes et ce que nous n'avons pas besoin d'aide pour faire. Et nous nous efforçons de faire ce que nous pouvons dans nos propres limites. D'après ce récit, il pourrait sembler que les adultes peuvent se débrouiller sans trop de holding externe. D'une certaine manière, c'est la définition d'être adulte. Mais les adultes ont eux aussi besoin de holding. Et je veux suggérer qu'ils l'obtiennent du monde social. Le moi social est un soi qui s'attend à être tenu. Held. La reconnaissance morale qui découle du fait d'avoir une place dans le monde et l'actualisation du soi social que permet le monde constitue le holding pour les adultes dans sa forme la plus fondamentale, son degré zéro. Pour certaines personnes, cela suffit. Mais ceux qui cultivent la sphère intime ont tendance à rechercher les aspects les plus infantiles du holding. Avec les intimes, nous pouvons être plus dépendants et moins intégrés qu'avec les non-intimes. Nous nous attendons à ce que nos proches intimes veillent sur notre bien-être de manière banale, pour nous protéger d'une insulte physiologique, par exemple, et également d'une manière qui appelle une réflexion. Quand une des parties contracte la grippe, une routine de soins tout au long du jour et de la nuit est implicite. Même si cela prend la forme que de se renseigner ou de demander s'ils ont besoin de quelque chose à manger ou à boire. Le portage physique en tant qu'amour est également important. La vitalité tissulaire évoquée par Winnicott comme étant le point de croissance de la vitalité du nourrisson, nourri par le contact peau à peau avec une mère ou une autre personne qui s'occupe de lui, se poursuit souvent à l'âge adulte par le biais d'une intimité physique, que cette intimité soit de nature sexuelle ou non. Le holding dans la vie adulte comporte également une dimension historique, moins visible qu'au début de la vie. Et ça, c'est très important. Cela aussi est étroitement lié à l'infantile. Par exemple, il est bien connu que les adultes recherchent souvent d'autres adultes pour leur donner la compréhension dont ils étaient privés quand ils étaient petits.
Quelqu'un qui aurait grandi dans un environnement violent peut être très reconnaissant de trouver un partenaire qui serait d'un tempérament doux. Ce type de compensation rétrospective est très lié au holding. Bien sûr, certains déficits ne sont jamais comblés. Ce qui est crucial pour comprendre le fonctionnement de l'environnement holding suffisamment bon chez les adultes, car une des fonctions de celui-ci est de contenir, au sens de mettre un couvercle sur, les pertes non pleurées. Et nous en avons plein, tous. Comme nous le verrons, une maladie grave active les pertes non pleurées. Et celles-ci mettent à rude épreuve l'environnement holding. Et je voudrais maintenant faire avancer 5 propositions sur ce que la maladie fait à l'environnement holding. Tout d'abord, si la tâche principale de l'environnement holding dans l'enfance est de protéger le core self et de fractionner l'angoisse et la catastrophe, il n'en est pas moins chez les adultes. Lorsque John Bailey a observé la mémoire défaillante de sa femme, mais n'a pas pu songer à la maladie d'Alzheimer, il respectait cette norme fondamentale du holding. Il fractionnait la catastrophe. C'est ainsi que Sigrid Rausing a nié la possibilité que son frère prenne de l'héroïne de nouveau. Et s'il est facile d'imaginer qu'un ami a des problèmes liés à une colère refoulée, peu de gens voudraient affronter la possibilité qu'il relève de la maladie de Charcot. Une maladie grave viole cette fonction de base du holding. Il discrédite l'environnement holding dans son ensemble. J'aurais dû te protéger de cette catastrophe, mais je ne l'ai pas fait. J'ai honte. Et pas seulement la personne malade ou ses proches. Et cela explique, à mon avis, pourquoi très souvent le stigma de la maladie grave s'étend non seulement à la personne atteinte par la maladie, mais aussi à ses proches intimes. C'est l'environnement holding qui est en défaillance. Il y a j'aime citer le médecin généraliste américain Eric Cassell, qui a une devise « Health is a mode of omnipotence ». La santé, c'est une mode d'omnipuissance. Elle n'est pas que un mode d'omnipuissance, mais elle est aussi un mode d'omnipuissance. Et si on se permettait de savoir par quel fil très fin suspendait la vie, on ne traverserait pas la rue. En second lieu, l'environnement holding est là pour faciliter l'indépendance et l'intégration des enfants ainsi que l'autonomie des adultes. Il nous permet d'oublier notre dépendance. Or, une maladie grave augmente la dépendance dans l'environnement holding, souvent avec des résultats désastreux. Beaucoup de gens ont du mal à accepter leur maladie parce qu'ils ne croient pas pouvoir dépendre des autres. Qu'ils puissent ou non compter sur les autres, en réalité, importe peu. Les aidants aussi peuvent détester qu'on dépende d'eux. Selon un rapport du gouvernement britannique en 2013-14, une maladie ou un handicap de longue durée double les chances d'être victime de violences domestiques. En Angleterre et au pays de Galles. Un schéma similaire a été signalé aux États-Unis et au Canada, comme le fait remarquer Julia Siegel, psychanalyste
psychanalyste britannique, la dépendance peut, dans certaines situations, rendre l'attaque plus probable. Et de ça, on ne parle pas assez. Troisièmement, l'environnement holding effectue un travail émotionnel important. En particulier, il garde en échec les pertes non pleurées. Celles-ci sont activées dans la maladie. Je pense que cela est intimement lié au fantasme que nous nous faisons du corps de l'autre personne. Dans la maladie, nous comprenons que notre attachement à autrui repose sur des fantasmes concernant leur corps. Cela dépasse de loin le domaine de la sexualité. Prenons le cas imaginaire de Jane, une femme qui soignait son père malade quand elle était enfant. Devenue adulte, Jane épouse John, un homme atteint d'une maladie chronique. La maladie signifie que John a un point de ressemblance crucial avec le père qu'elle a soigné dans son enfance. Mais la maladie de John impose peu d'exigences à la femme et il se révèle plus attentif et plus aimant que son père n'a pu l'être. Cela semble être un exemple parfait de la compensation rétrospective. L'amour et l'attention dont elle a été privée lorsqu'elle fut enfant sont donnés en abondance. La rage de n'avoir pu guérir son père la suit depuis toujours, mais dans son mariage, elle est consciente de faire une immense différence pour son mari. Nous pourrions penser que, dans un tel cas, le corps du mari constitue un substitut du corps du père pour les sentiments de la femme. Cela signifiera aussi autre chose, mais cette signification revêt une importance particulière. L'homme découvre que, d'un certain point de vue, être malade le rend plus attrayant pour sa femme. Cela les fait se sentir plus importants l'un pour l'autre. Melanie Klein et ses partisans diraient que les deux époux s'engagent dans une identification projective et qu'au cours de cette phase de leur vie commune, l'utilisation de ce mécanisme est particulièrement harmonieuse. L'identification projective dans ses formes bénignes implique de s'identifier à quelque chose de bon ou de souhaitable chez quelqu'un d'autre et d'éliminer ce qui nous fait souffrir. Dans ce cas, John est épargné d'une partie de la discréditation sociale qui va avec la maladie. Il fournit un foyer psychique au désir infantile de Jane d'améliorer son père, de guérir son père même. Le corps de John fonctionne comme ce que David Tuckett et Richard Tafler ont appelé un objet fantasmal. Les objets fantasmaux sont des représentations mentales, et là je cite, de quelque chose ou de quelqu'un qui, dans une scène imaginée, répond au plus profond désir du protagoniste d'avoir exactement ce qu'il veut, exactement quand il le veut. Imaginez maintenant que John est diagnostiqué avec un trouble neurodégénératif majeur. Il devient cliniquement déprimé, il a besoin de soins 24 heures sur 24, son corps ne constitue plus une source de réparation symbolique pour Jane, cela devient tout ce que les deux époux redoutent le plus. La sévérité du diagnostic pousse John vers la pensée opératoire au sens de Pierre Marty, plus concret, comme disent parfois les psychiatres anglophones. Aucune pensée symbolique ne peut changer sa façon de penser, il devient coincé. Pour Jane, cela représente une catastrophe. La maladie prive John des ressources qui le distinguaient le plus à ses yeux de son père. Toute l'impuissance qu'elle a ressentie comme enfant lui revient en abondance. Tant pour les pertes non pleurées. Quatrièmement, de manière optimale, l'environnement holding favorise les expériences transitionnelles ainsi que le jeu et la créativité. La maladie rend beaucoup plus difficile la réalisation de ces bienfaits. La participation créative dans un environnement holding requiert la capacité de partager une expérience avec une autre personne,
même si sa version de l'expérience est différente. Cela présuppose également une capacité à ressentir une joie d'être en vie. Elaine Scarry a écrit avec éloquence sur le fait que la douleur incessante détruit ces deux capacités. Cette conséquence malheureuse est due en partie au fait que la personne en douleur est absorbée dans son expérience corporelle d'une manière qui diminue d'autres engagements et en partie au fait que les autres n'ont pas les termes pour comprendre ce qu'elle traverse. Le sociologue américain Richard Hilbert a déclaré que les patients souffrant de douleurs chroniques graves se rapprochent de manière précaire et continue de la frontière amorphe de la non-appartenance, non-belonging, à la culture dans laquelle ils vivent. Il en va de même pour toute personne touchée par les maladies que les autres supposent inauthentiques ou même imaginaires. Les personnes touchées doivent décider si leur maladie doit être révélée, invitant ainsi à l'exclusion, ou cacher ce qui exclut les autres. Selon Winnicott, la possibilité d'une rencontre créative entre une personne qui souffre et une personne qui va bien est presque inexistante. Pour que toutes sortes d'expériences transitoires se produisent, ou transitionnelles, se produisent, il doit être possible pour nous d'être dans une relation avec le monde différente et plus enrichissante que celle dans laquelle nous étions à l'instant précédent. La maladie rend cela beaucoup plus difficile. La douleur, selon Scarry, nous prive de la possibilité de créer le monde, world making. Je ne sais pas comment on dit ça, créer le monde, world making. Là, je vais terminer très bientôt. Cinquièmement, l'environnement holding relie les gens sur le plan psychosomatique. La maladie nous dit beaucoup de choses sur la façon dont ces connexions fonctionnent dans la pratique. Très souvent, les personnes soignantes craignent de se retrouver dans la même situation que la personne malade. Ce phénomène est si banal qu'au Royaume-Uni, les médecins généralistes sont chargés de l'explorer lors des consultations. Dans certains cas, bien sûr, il peut y avoir d'excellentes raisons de craindre. La fille ou la sœur d'une femme atteinte du cancer du sein peut craindre de l'avoir aussi parce qu'elle a hérité des gènes de sa mère. Un fumeur qui soigne un ami d'un cancer du poumon pourrait être ébranlé par ce qu'il voit. De plus, de nombreuses maladies impliquent des symptômes génériques comme la fatigue, les douleurs et les troubles digestifs, par exemple, que les gens en bonne santé éprouvent régulièrement. Mais devant une personne malade, ces phénomènes peuvent avoir une fonction de signal. Vous dites ça en français, a signal function. En réalité, les phénomènes identificatoires vont souvent beaucoup plus loin que cela. Il y a quelque chose dans la puissance et l'intensité qu'implique le fait d'être un soignant, qui estompe la frontière entre soi et l'autre. Lorsqu'on a diagnostiqué un lymphome de Hodgkin à l'écrivaine et psychothérapeute américaine Cathy Conway, son mari David a développé une boule sur son cou de taille et d'emplacement identique à celle du ganglion lymphatique enflé sur le cou de Conway. Pendant un certain temps, David garda la bosse pour lui-même, mais ne voyant aucun signe de disparition, il se sentit obligé d'en informer sa femme. Une biopsie a été réalisée par le même chirurgien qui avait opéré Conway. Il a établi que la masse était en fait un muscle protubérant. David s'était tellement tordu le cou à force de sentir sa bosse, que le muscle s'était élargi comme s'il s'agissait d'une tumeur. De
telles histoires sont communes, il existe également un phénomène très bien documenté, celui des étudiants en médecine qui, à leur arrivée dans les services hospitaliers, pensent souffrir des mêmes maladies graves que leurs patients. Ce phénomène fréquent a été étudié pour la première fois dans les années 60, alors qu'il était estimé qu'entre 70 et 80% des étudiants en souffraient. Au début, il a été étudié comme une forme passagère de maladie imaginaire, mais les experts de l'éducation médicale le considèrent aujourd'hui comme normal. Brian Hodges écrit que la maladie crée une représentation de la maladie qui comprend l'étiquette de la maladie et les symptômes associés à la maladie. Une fois que cette représentation est formée, les symptômes ou les sensations corporelles qui sont compatibles avec le schéma sont remarqués, alors que les symptômes incompatibles sont ignorés. Hodges ne fait pas allusion à l'apprentissage suscité par la présence du corps malade d'une personne. Ce que tous ces phénomènes montrent est la mesure dans laquelle nous utilisons inconsciemment l'expérience corporelle d'autrui comme modèle pour notre propre incarnation. Nous le faisons habituellement en santé sans conséquences inquiétantes. Une fois que la maladie se présente, cette faculté devient inconfortablement remarquable. S'il me restait plus de temps, je dirais quelque chose au sujet de la relation entre le howling et ce que nous appelons en anglais « illness behavior ». Comment surveiller les états internes, définir et interpréter les symptômes, attribuer les responsabilités, prendre des mesures correctives et utiliser diverses sources de soins informels et formels. Ce n'est pas seulement une question de disposition individuelle. Les attitudes vis-à-vis de toutes sortes de malaises ont des racines profondes et complexes dans la vie familiale, ainsi que dans les réseaux sociaux et les attitudes culturelles. En conclusion, il me semble depuis longtemps que le problème central des humanités médicales, c'est aussi notre plus grande opportunité, est d'éclairer, pour ainsi dire, l'expérience de la maladie de l'intérieur. La science biomédicale a défini la maladie d'une manière qui s'est révélée profondément productive du point de vue curatif et améliorateur, mais la science biomédicale ne peut ni ne prétend éclairer la subjectivité de l'expérience de la maladie, ni les significations culturelles de la santé et de la maladie. Le psychiatre Karl Jaspers l'a bien compris lorsqu'il a écrit « Ce que signifie la santé et la maladie en général est une question qui concerne le médecin, le moi ». Il traite scientifiquement des processus de la vie et de maladies particulières. Ce qui est malade en général dépend moins du jugement du médecin que du jugement du patient et des vues dominantes dans un contexte culturel donné. Mot très sage, je trouve. Je pense que la psychanalyse peut contribuer énormément à la définition de la maladie en général. Et j'espère que ma tentative d'utiliser certaines des idées de Winnicott à cette fin vous semblera productive. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Neil. En plus, tu as tenu parfaitement le temps, ce qui avec un exposé de qualité en plus. On discutait avec Claude-Olivier Doron en aparté et on se demandait si on commençait, nous, la discussion. Et on s'est dit que vous aviez été beaucoup frustré de discussion et que peut-être, du fait même que je suis psychanalyste, c'était peut-être pas la peine de commencer une discussion de spécialistes, mais qu'on ouvre la discussion à la salle, quitte au Claude-Olivier et moi d'intervenir quand on le veut, mais que ça serait peut-être bien d'avoir vos premières réactions à l'exposé de Neil. C'est-à-dire que la salle on a tout de même 20 minutes, donc ça nous laisse un petit temps de discussion. Marie-France Mamzer. Merci beaucoup. Je voulais vous interroger sur parce que je suis complètement séduite par tout ce que vous avez dit. Je suis moi-même convaincue que
il y a beaucoup de sens qui est donné par la personne sur le fait qu'elle se sente malade, qu'elle soit donc malade ou pas. Néanmoins, le tournant qu'on est en train de prendre là vers la prédiction, la prévention, toutes ces interventions qui sont faites en amont et qui sont de nature, et c'est ce qu'on a vu hier dans le film, à faire qu'un certain nombre de gens qui se sentent très bien soient amenés à se considérer comme différents, mais avant d'être différents, malades, voire profondément malades. Est-ce que cette évolution-là, qui vient, je pense, pas que des médecins, mais aussi beaucoup des attentes de la société à revenir vers la voyance, la prévoyance, etc., et va rester compatible avec cette vision très humaine, intime et profonde que vous venez de nous présenter? Je réponds maintenant ou on prend plusieurs questions d'abord? Oui, peut-être. Ouais. S'il y en a d'autres, on prend d'autres questions. Sinon, tu peux répondre. Oui. Oui, je peux répondre. Bon, je ne sais pas. je ne sais pas la bonne réponse à votre question. Je sais qu'il y a... La thèse sur laquelle j'insiste, c'est que l'environnement holding, les proches intimes ont intérêt à ne pas reconnaître les maladies graves. Souvent, pas tout le temps, parce que hier, dans ce film magnifique qu'on a vu sur le syndrome Huntington, on voyait très bien des gens qui savaient qu'ils avaient un parent ou un frère, une sœur, un parent qui a été atteint par le Huntington's. Donc, et ils ont une attente très très difficile, mais il me semble qu'il y a beaucoup de maladies graves qui présentent insidieusement. Et il me semble aussi, je ne sais pas, peut-être à la France, les choses vont infiniment mieux en France qu'en Grande-Bretagne. Mais l'isolement des gens qui sont atteints par la maladie grave est quelque chose dont on ne parle pas. Et l'isolement, je dirais même, ils deviennent pas exactement des boucs émissaires, mais dès que tu reçois un diagnostic grave, il est certain que plusieurs de tes amis vont te laisser tomber. Et justement, il y a donc comment dirais-je, thinning out. L'environnement holding devient moins substantiel. Et justement, ce que je dis, c'est qu'il faut renforcer l'environnement holding. Et il faut parler de l'isolement, non seulement des malades, mais aussi de leurs proches intimes. Les écoliers, par exemple, qui ont des parents touchés par la maladie grave, sont traités différemment, très différemment. Et tout ça, ça remonte à l'environnement holding, je crois. Maria de Jesus Cabral. Merci Neil, c'était passionnant. En fait, tu nous as emmenés dans des strates d'une grande épaisseur, profondeur, à partir d'un mot qui est vraiment dans le concret, to hold. Voilà. Et donc, c'est un petit peu ce paradoxe que je voulais te demander, donc te poser cette question que je me suis posée, parce que j'ai organisé un volume sur la notion de toucher, de geste, de contact, donc quelque chose de beaucoup plus immédiat et beaucoup plus haptique. Alors, comment est-ce que tu verrais le passage de cette dimension si profonde et intérieure vers des recommandations, enfin, si je peux dire, ou comment est-ce que tu verrais vers des pratiques, parce que des pratiques beaucoup plus dans le concret, dans le soin, dans un soin qui ose le geste, qui ose le toucher, qui ose donc ce toucher affectif, effectif, phénoménologique, que sais-je. Donc parce que le toucher parfois est tendu, et le geste, disons ce hold, hein,
je me souviens de ce texte que Brian cite souvent, de ce patient dans une situation donc d'un cas clinique, tu vois lequel je parle de guerre, où il ne pouvait, où un médecin n'arrivait pas à parler avec le patient, il a tout simplement pris entre ses bras. Ah oui, ça c'est Archie Cochrane, l'inventeur du Randomized Control Trial. Voilà. Alors le hold, to be held, ça peut brouiller le jugement médical, donc on s'en méfie un petit peu. Alors comment est-ce qu'on peut faire ce passage un petit peu, puisqu'on est dans la transition entre le hold de l'épaisseur vers un hold beaucoup plus concret et beaucoup plus pratique et praticable. Voilà, merci. Merci. Eh bien, je vais te répondre avec un tribunal de journal. Parce que les humanités médicales en Grande-Bretagne disent souvent « Non, mais c'est merveilleux, les gens, ils lisent les mémoires faits par des gens malades, ils vont regarder des films super sur la maladie, même à Hollywood, on a le scaphandre et le papillon et tout ce que tu veux. » Ça n'a rien changé. Ça n'a absolument rien changé vis-à-vis du statut de la maladie dans la société contemporaine. Il y a un monde de différence entre le fait d'être... le fait d'aller voir un film sur la maladie et le fait de passer un coup de fil à un ami malade. Le fait d'aller visiter un ami malade. Le fait de faire quelque chose pour des gens malades et leurs proches intimes. Et ma réponse, Marie, c'est pour les implications cliniques de ma présentation, c'est ça. C'est pas qu'il faut toucher la malade, le malade ou la malade. Ça peut... Je n'ai rien contre, mais l'important, c'est de garder le contact. C'est de garder le contact. Et de faire ce que tu peux pour les gens qui soignent le malade. Mais allez, on va essayer un peu, comme toujours, il faut que je sois provocateur. Parce que comme je suis plutôt fondamentalement d'accord avec la présentation de Nel, mais néanmoins, je trouve que tu ne marques pas assez quelque chose que tu fais apparaître dans ta réponse tout à l'heure. C'est qu'autant le holding dans la conception winnicottienne est indispensable pour constituer une continuité d'être et pouvoir devenir une personnalité vivante. Et je suis d'accord avec ce que tu insistes, c'est-à-dire que c'est l'hésitation que tu avais entre primaire et primitif contient ça, c'est que les fonctionnements primaires relèvent pas au temps ancien, c'est-à-dire les fonctionnements primaires sont toujours d'actualité. Il y a quelque chose d'une temporalité dans la psyché qui fait que le plus archaïque n'a pas moins d'actualité que le plus récent, mais autant, d'une certaine façon, et que sous certaines conditions, des fonctionnements qui ont disparu ou se sont estompés peuvent redevenir prédominants. Mais ce que tu fais apparaître aussi, c'est que le holding a une fonction, quand il s'installe et qu'il crée l'illusion, et qu'on a le sentiment d'être dans une communauté humaine partagée, ça peut devenir complètement négatif. Ça peut devenir hostile. Parce que moi, je trouve que les trois exemples que tu donnes sont effectivement des effets de holding, mais de holding solipsiste, autistique. Parce que ce que ça vient plutôt nous indiquer, qui est compliqué, c'est une fois qu'on a construit l'illusion d'un monde partagé, c'est à quel point on a un rétrécissement de notre champ de perception et de notre champ d'action. Et à quel point ce qui nous dérange, on ne veut pas percevoir. On ne le prend pas en considération. C'est-à-dire que bizarrement, la psyché, ou la pensée d'ailleurs, n'aime pas tellement ni la réalité, ni la vérité, mais ont assez souvent tendance, pour des raisons affectives et de confort, à tourner le dos à la vérité et à la réalité. Ça demande un sacré effort d'affronter le monde qui est fondamentalement indifférent à nous. Il ne nous veut ni du bien ni du mal, on n'a rien à foutre. Ce qui est insupportable. Parce que moi, je veux être le centre du monde, je veux que vous m'aimiez tous, je veux que, bien évidemment, quand je vois deux amis en train de se parler, ils parlent de qui ? De moi.
Alors la moitié du temps, ils ne parlent pas de vous, ils n'en ont rien à faire, ils ont d'autres choses à fouetter. Heureusement pour eux, malheureusement pour moi. Je dis ça parce qu'il me semble que c'est ça qui est important dans la maladie grave, c'est que l'illusion du monde partagé, elle est rompue. Oui. Elle est rompue. Je pourrais donner un exemple plus simple. Je veux voir une exposition il y a 15 ans, 20 ans. Malheureusement, les années commencent à s'enchaîner. Avec un ami, on partage un bonheur de l'exposition, on commande les tableaux, on a la même vision, le même point de vue. Et on sort de l'expo, il me dit, je parie que pendant toute l'expo, tu as oublié que j'étais daltonien. Qu'est-ce qu'il voyait? Qu'est-ce que je voyais? Quelle différence de perception? Je vous garantis qu'il y a eu un moment de silence, de trouble, et qu'on a mis un certain temps à pouvoir reprendre contact. Mais parce que ce qui m'avait fait perdre, c'est le contact avec moi. C'est que la certitude d'essence ou la certitude de l'expérience, tout à coup, je me rendais compte comment ça ne marchait pas. Alors, je dis que c'est important de souligner ça parce que c'est sans doute ce trouble-là qu'il faut arriver à maintenir dans la relation soignant-soigné. Et puis, pour être bref, bien que j'ai dit à Claude Olivier de me couper quand je deviens trop long, c'est que, par exemple, Winnicott dit un bébé seul, ça n'existe pas. Mais réfléchissez 3 minutes. Vous pensez tous que vous êtes seul au monde, que le monde commence à vous et finira à vous. Vous avez le plus grand mal à accepter qu'un homme seul, ça n'existe pas. Et que vous êtes qui vous êtes à l'instant T dans une relation donnée, 3 minutes après dans une autre relation, il y a de la constance, mais il y a en même temps de la variabilité considérable qui est déterminée par le fait qu'un homme seul, ça n'existe pas. Un homme est pris dans un milieu d'interdépendance qui sont tout le temps en train de le produire et que l'identité, c'est tout de même le sentiment d'identité, c'est la plus fabuleuse illusion dont l'homme soit doté. Alors elle prend un sacré coup quand la maladie grave vient. Et là, il va falloir effectivement arriver à recréer de la communauté. Et c'est clair que c'est pas que le malade est comme le nourrisson, mais c'est que le malade se retrouve dans cette dépendance où s'il ne trouve pas une aide étrangère qui s'avérera bienveillante alors qu'elle est étrangère, et que l'étrangère, a priori, c'est plutôt l'hostile qui convoque. La xénophobie humaine est grande tout de même. Mais découvrir que d'un étranger peut venir le salut, c'est ce qui va être en jeu, qui va permettre que se reconstituent des choses. Alors, je dis ça parce que moi, ça m'a frappé beaucoup dans le film hier soir, la place qu'il y avait du collectif, et d'un drôle de collectif. Et je crois que tant qu'on n'est pas dans cette chaîne qui est d'interdépendance fabuleuse et du fait que finalement nous ne sommes qui nous sommes qu'à cause des hasards des rencontres, qu'à cause grâce à Dieu, à ces étrangers que nous ne cessons de devoir accueillir, ou plutôt que nous refusons d'accueillir, et puis la nuit en rêvant, ou au détour d'une pensée, on se rend compte que la personne est en nous. C'est Winnicott découvrant la place de la haine dans le contre-transfert grâce à un rêve. C'est quand vous êtes en vacances et que vous dites « Ah, fini les patients, je ne vais pas penser à eux », et je suis en train de me balader, et au détour d'un truc, je me rends compte que tel patient est devenu une partie constituante de moi-même, et que ça se mélange, ça se trouble. Alors, c'est contre ça, je crois, que les soignants passent notre temps à se défendre, contre ces frontières qui se troublent, ces passages d'indécision. Je donne la parole à Sophie. Et je te laisse revenir après. Bon. C'est pour me taire, c'est parce que je sens Sophie qui... qui trépigne. Nel, peut-être, voulait réagir avant, non? Non. Moi, je te sais très gré de ton intervention et je vais devoir y réfléchir plus profondément. Mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais moi, j'étais complètement d'accord avec ce que tu as dit. La meilleure façon. Bon, excusez-moi de vous déranger. Moi, je me pose la question aussi du rôle du monde du travail. Ah. Parce que, et je me la suis posée hier aussi pendant le débat autour du film. Parce que sur cette notion de holding, de ce que je le comprends, tu l'appliques principalement aux proches, en fait, à l'entourage familial et amical. Oui. Et en même temps, je me rends compte que, par exemple, sur les questions, quelque chose qui n'a rien à voir,
Mais sur les questions de acceptation, prise en charge, transformation des familles autour du genre, de l'homosexualité, le monde du travail a eu un rôle crucial. Aussi pour les familles élargies sur les questions autour du handicap, le monde du travail a eu un rôle crucial. Absolument. Puisqu'on est éduqué dans le monde du travail par tout ce qui est accessibilité, organisation du travail, accueil du handicap. Et donc dans la maladie chronique, nous ne sommes pas éduqués par le travail à intégrer, travailler avec, faire des structures pour que les gens qui sont malades chroniques puissent travailler avec nous, avec la maladie dans la vie, qui est un des grands thèmes de la personne en médecine, petite pub. Et donc, je me dis que, en fait, c'est une question qui n'est peut-être pas limitée aux proches. Oui, absolument. Et voilà. Non, absolument, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Sophie. Mais en parlant d'une collègue qui avait du mal à taper sur son ordinateur, eh bien, elle est à la santé occupationnelle et il s'était avéré qu'elle avait la maladie de Parkinson. Elle pensait avoir le simple repetitive strain injury. C'est pas... Mais elle a gardé ça, c'était un secret pendant 5 ans. Et je sais que au niveau de la loi, au niveau juridique, on a des lois très très progressistes. Mais le problème, c'est les gens, très souvent, et non pas les lois. Mais je suis tout à fait pour les changements qui ont eu lieu dans le monde du travail, en faveur des maladies chroniques, mais en général, au moins en Grande-Bretagne, la première règle du Fight Club, c'est personne ne parle de Fight Club. Et personne ne parle des maladies très graves. Deux autres petites questions, et on arrête en laissant la... Oui. Je pose des questions, enfin je vous le passe. En fait, moi je voulais vous poser une question sur l'aspect des aidants dont vous avez fait mention, à partir de cette idée de holding que je trouvais très riche, ça donne beaucoup à réfléchir. Merci. Mais parce qu'on sait quand on travaille avec de patients chroniques qu'à un moment donné, trop d'empathie nuit à leur coping, à leur faire face. Et dans ce sens, je me suis dit, bon, le holding, c'est très bien, mais ça fait... en fait, si je peux le dire en anglais, the holders need to be held. C'est-à-dire les aidants aussi doivent un peu lâcher prise pour pouvoir... de cet holding, pour pouvoir laisser à la fois pour eux-mêmes, mais aussi pour le patient. Absolument. Voilà. Je voulais savoir comment ça rentre en jeu dans ce que vous venez de dire. Oui, et justement, c'est possiblement en remontant à la question de Sophie, je me demande justement si les collègues peuvent soutenir les gens soignants, par exemple, qui ont des responsabilités de soins importants. Mais en général, ma réponse, c'est que les gens doivent avoir moins peur de la maladie. C'est parce que nous avons professionnalisé les soins. Nous ne payons pas les soignants familiaux, que les gens maintenant ont de plus en plus peur de la maladie, comme ils ont de plus en plus peur de la misère, des classes inférieures, c'est la néolibéralisation des soins qui sculpte les mentalités et change les gens profondément. Et il y a un changement culturel. Moi, j'ai grandi à Dublin aux années 70, et je peux vous dire qu'il y avait plein de gens avec des trisomies en Irlande. Et une fois que j'ai déménagé en Grande-Bretagne, je me suis demandé, mais où sont les gens avec des trisomies ?
eh bien, ils étaient renfermés. On ne voyait pas ça dans les familles. Ça a beaucoup changé. Dernière question, ouais. Oui, merci. Je m'appelle Martin Robert, je suis doctorant en histoire et j'ai beaucoup aimé votre présentation. J'ai trouvé que c'était une présentation très belle. Et je me demandais, dans cette notion de holding, quelle pourrait être la place de la pudeur et aussi de la mauvaise conscience, parce que je pourrais utiliser 2 anecdotes aussi. J'ai un ami qui s'est gravement blessé récemment et j'ai voulu le contacter pour avoir de ses nouvelles. Et je ne recevais pas de réponse de lui. Donc, à partir d'un certain moment, j'ai attendu et il m'a répondu en disant j'avais pas envie d'embêter tout le monde avec mes problèmes. Donc, il tenait pas forcément à ce que je le rencontre. Et la mauvaise conscience, l'autre anecdote, ce serait que j'avais un professeur qui est mort du cancer assez rapidement. Et il disait que dans les dernières semaines à l'hôpital, il y avait des collègues qui venaient le voir et il se désolait de ce qu'il appelait des visites de complaisance. Donc, des gens qui venaient le voir surtout pour peut-être d'une façon très de bonne foi et en voulant être là, mais qui étaient peut-être là davantage pour leur conscience que pour lui. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu difficile de savoir quel rôle on doit jouer dans un réseau comme ça de soutien, quoi. Eh bien, vous dites quelque chose de très très important là, parce que la maladie n'est pas une seule chose, et la manière dont les gens réagissent à la maladie n'est pas une seule chose non plus. Mais moi je dirais qu'il faut persister. Bon, il se peut très bien passer que quelqu'un ne veut pas recevoir des visites parce qu'on est tellement déprimé par la diagnostic. Et ça se comprend, c'est tout à fait compréhensible. Mais ça, c'est un moment très dangereux pour le malade et pour ses proches intimes, parce que c'est le moment où il peut être isolé à jamais. Donc, ce qu'il faut faire, c'est persister, je dirais. Et pour les gens qui rendent visite par complaisance, oui, ça se fait, mais je préférerais que l'erreur soit de ce côté-là que de l'autre côté. On va peut-être s'arrêter là. Juste une chose, ce qui est bien avec les gens complaisants, c'est qu'ils nous rendent furieux. Et quand on est agressif, c'est qu'on est en vie, tout de même. C'est qu'on a un objet contre lequel se dresser. Oui. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Neil. C'est vrai que là, une discussion s'ouvrait.